Ok, d'accord. Monsieur le Président. Alors, en attendant la modératrice, nous avons cet intervenant de marque pour cette table ronde et une invitée également de marque, c'est son Excellence Madame Rose Poula-Prissimou, ministre du Plan et de la Coopération internationale de la République de la Guinée. Merci, Excellence, d'avoir honoré de votre présence. Alors, autour de cette table ronde, les questions qui seront abordées, c'est comment l'intelligence artificielle est-elle actuellement utilisée dans le secteur juridique et financier en Afrique? Quels sont les principaux avantages financiers de l'adoption de l'intelligence artificielle dans ces domaines et quels seront les défis juridiques que nous pouvons surmonter? Quelles sont également les principales menaces en matière de la cybersécurité associées à l'IA dans ces secteurs et comment les réglementations doivent évoluer pour tenir compte de l'intelligence artificielle dans le droit et la finance? Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à nos intervenants sur la première question. Quelles sont les principales menaces en matière de cybersécurité associées à l'IA dans ces secteurs? Madame, Madame Samira? Oui, bonjour. Tout d'abord, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravie de me joindre à vous. Je me réjouis de partager ce grand moment tant attendu. Alors, je suis chercheuse et experte dans les assurances digitales. Je suis également ambassadrice et membre du conseil scientifique du cluster digital africain. Ce rendez-vous, nous l'avons souhaité riche de la diversité des acteurs de la transformation numérique et je suis convaincue que le partage d'expériences sera un véritable moteur de génération de nouvelles idées, mais aussi la garantie d'innovation des uns profitera des autres et les connaissances des uns qui alimenteront les connaissances des autres. Juste 2 secondes, je profite de ce moment pour féliciter les experts qui nous ont précédés pour la pertinence de leur intervention. Donc, pour la question, quelles sont les principales menaces en matière de cybersécurité associées à l'IA dans ces secteurs? C'est ça la question? Oui. Donc, disons que l'intelligence artificielle, c'est vrai qu'elle comporte pas mal d'avantages, mais significatifs, mais aussi également des défis en matière de cybersécurité. Donc, on pourrait citer par exemple la vulnérabilité de l'IA. C'est une menace, je m'explique. Les adversaires peuvent facilement essayer de manipuler les données d'entraînement et perturber le fonctionnement du modèle, ce qui pourrait conduire à des résultats erronés et biaisés. On pourrait aussi évoquer la deuxième menace qui est le vol de modèles. Donc, les acteurs malveillants peuvent facilement voler les modèles d'IA entraînés par des données sensibles. Par conséquent, ça pourrait compromettre la confidentialité des informations et permettre à d'autres de répliquer le modèle. On peut imaginer une autre menace du genre attaque des canaux auxiliaires. Donc, ils exploitent les fuites d'informations indésirables, telles que les variations des consommations électriques. Je peux citer l'exemple d'une start-up dans les assurances qu'on appelle Duco. Elle propose une solution, elle est spécialisée dans l'AMRH, ce qu'on appelle multirisque habitation. Elle est dédiée, la solution, pour protéger les foyers basés sur des capteurs et les algorithmes de l'IA. Donc, c'est des capteurs qui récoltent des données sur la température, la consommation électrique et pas mal d'autres facteurs, afin de les communiquer à l'assureur. On peut citer une quatrième menace du genre des menaces liées à l'automatisation accrue des opérations de cybersécurité, peut être une arme à double tranchant. Pourquoi? Je m'explique. Si elle est bien utilisée, elle peut aider à détecter et à contrer les menaces plus rapidement. Donc, c'est quelque part le formel. Et le deuxième volet, si elle est compromise, elle peut faciliter les attaques automatisées. Je pourrais citer une dernière menace, falsification d'identité. Donc, les systèmes d'intelligence artificielle peuvent créer de faux visages, de fausses voix, donc de faux textes, donc difficile de vérifier en ligne l'identité. Le système d'intelligence artificielle, il faut noter qu'il repose sur les infrastructures informatiques
et les attaques visant à perturber et compromettre ces infrastructures peuvent avoir des conséquences graves aussi et coûteuses. Voilà grosso modo pour ne pas monopoliser la parole. Vous m'entendez? Allô? Ouais, je crois qu'on vous entend Oui, très bien. docteur Samira, on vous entend parfaitement. Donc, pour le moment, il y a quelques difficultés techniques et pour ce moment, je vais aider mes confrères et consoeurs à modérer ce panel le temps qu'on puisse reconnecter avec eux. Donc, merci, docteur Samira, pour votre intervention et les clarifications. Monsieur Amadou, autant qu'expert en cybersécurité, si vous pouvez donner vos réflexions sur ces risques notamment et comment on pourrait se préparer aujourd'hui en Afrique pour les éviter et aussi pour être prêts et conscients qui sont présents. Merci. D'accord, d'accord. Déjà, merci. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend bien. D'accord. Déjà, merci pour cette invitation et puis merci à toute l'équipe pour l'organisation de ces sessions et de ce salon, de ce sommet interrégional du numérique qui porte l'IA. Donc, très, très heureux de participer et de contribuer activement à cette session. Donc, pour me présenter rapidement, je suis Amadou Titiel Dewa. Je suis cofondateur de la communauté, donc c'est un média en ligne, un média en ligne, de la communauté des professionnels et passionnés du numérique, dénommé Cyber Africa. Donc, on organise des sessions live autour du numérique. On parle aussi également d'IA, on parle aussi également de cybersécurité. Et à côté de ça, je suis cyber freelancer, donc speaker et formateur. Donc, j'accompagne principalement les entreprises dans la définition, la mise en place, l'audit et le suivi de stratégies de résilience. Je parle de résilience, j'en reviendrai tout à l'heure, c'est très, très important. Et de conformité des systèmes d'information. Donc, j'ai mon actif un certain nombre de certifications qui me permettent effectivement de travailler, notamment la Lead Auditor, Lead Implémenteur ISO 27001. Je pense qu'on aura l'occasion aussi également d'en reparler. Et je suis formateur certifié PECB. Et mon objectif aujourd'hui, et depuis un moment, c'est contribuer à ce qu'on ait des systèmes d'information de plus en plus résilients. Donc, construire la cyber-résilience des systèmes d'information. Donc, cette introduction me permet de rentrer très vite dans le vif du sujet. Pour peut-être aborder ce thème, je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter assez largement. Tant parce que la cybersécurité, ça se limite pas seulement qu'à l'Afrique, c'est quelque chose d'assez universel. Et surtout, l'intelligence artificielle par-dessus tout. Et je me permets rapidement de définir ce que c'est déjà la cyber-résilience, parce que pour moi, c'est vraiment le cœur de la chose. Et l'intelligence artificielle, bien évidemment, je pense que toutes les sessions qui ont eu lieu depuis ce matin, on a eu l'occasion peut-être effectivement d'en reparler. Et présenter aussi également mon axe de présentation. Déjà, la cyber-résilience, ce qu'il faut comprendre, je pense qu'on le dira jamais assez, on vit d'un monde aujourd'hui de plus en plus connecté. Aujourd'hui, on le voit avec ces sessions où les menaces en ligne sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus omniprésentes. Donc, les attaques de type cyber peuvent causer des perturbations majeures pour les entreprises, pour les organisations privées et publiques, et surtout publiques quand il s'agit des États, et ce qui peut porter atteinte typiquement au système financier ou à la réputation. Je pense qu'on parlera de droit et de finance tout à l'heure. C'est très, très important. Donc, c'est très important d'avoir des systèmes résilients et surtout antifragiles. Je pense que j'aurai l'occasion d'en parler. Donc, avoir un système qui est capable de pouvoir résister à une cyberattaque, avoir un système qui est capable de pouvoir détecter rapidement, surtout ça, rapidement des incidents de sécurité, de pouvoir remédier, c'est très, très, très important. Et c'est dans ce sens que l'IA permettra de gagner du temps. Et j'en reviendrai tout à l'heure. Donc, pour peut-être résumer, donc on sait et on le dira jamais assez, l'intelligence artificielle, c'est des algorithmes, c'est des systèmes qui sont basés sur d'autres systèmes qui permettent d'imiter l'humain pour caricaturer, pour faire très simple, gagner du temps, être beaucoup plus efficace, analyser des masses et des masses de données et prédire des systèmes et prédire des décisions.
Et moi, mon intervention aujourd'hui, je pense que ça va s'articuler autour de deux principaux points. C'est comment l'IA peut contribuer à renforcer la cyber-résilience des systèmes d'information. Et surtout, comment, quel système et quel mécanisme est-ce qu'on met en place pour pouvoir sécuriser les produits et services d'IA. Parce que je pense que on le verra tout au long de la session, on a de plus en plus de produits et de services basés sur l'IA, mais il ne faut pas oublier que au même moment qu'on souhaite, effectivement, on souhaite pouvoir sécuriser nos systèmes d'information classiques grâce à l'IA, mais il faut aussi également pouvoir sécuriser ces systèmes d'information qui sont basés sur l'IA. Et pour répondre à la question, je pense qu'on aura l'occasion de développer ces deux axes, à savoir comment sécuriser grâce à l'IA et comment sécuriser les services d'IA. Mais pour répondre à votre question en ce qui concerne les menaces, je pourrais citer deux et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, d'en parcourir. Moi, j'ai deux types d'attaques qui me viennent, et deux types de menaces qui sont de plus en plus élevées et qui reviennent de plus en plus. C'est qu'on se rend compte qu'avec l'IA aujourd'hui, avec typiquement l'IA générative, généralement, on a un type d'attaque qui est très, très, très important, qui est très répandu, c'est le phishing, ou sinon l'ingénierie sociale. Tout simplement, on va récolter un certain nombre d'informations sur une personne, on va construire un message, un mail ou un faux mail. On a sûrement déjà reçu ce type de mail qui nous incite à cliquer sur un lien ou nous incite à acheter un appareil téléphone, un iPhone par exemple, ou un Samsung, tout type d'appareil, à un prix qui correspond à sa vraie valeur. Donc aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que des personnes utilisent l'IA pour pouvoir récolter le maximum d'informations sur Amadou Tidiane Diawara à travers ses réseaux sociaux ou à travers tout un tas de systèmes. Donc, on va utiliser l'IA pour collecter de l'information sur une personne. Ensuite, on va utiliser de l'IA encore pour pouvoir construire une attaque. Donc, construire un message ciblé par rapport à la personnalité physique, aux émotions, aux activités, aux compétences, aux sites sur lesquels Amadou Tidiane se rend pour construire un message qui s'adressera typiquement à Amadou Tidiane Diawara. Donc, c'est là la force de l'IA. C'est ça aussi le revers. Et on verra ensemble comment est-ce qu'on peut effectivement le détecter. Parce que je le rappelle, pour terminer là-dessus, c'est que la plupart du temps, nos systèmes qui détectent des attaques de ce type, donc des attaques de type phishing, se basent, ou on pour habitude se baser sur le fait que, typiquement, l'attaquant, lorsqu'il vous envoie un mail, qui est un mail de phishing par exemple, on constate qu'il y avait des fautes d'orthographe, ou des fautes de grammaire, ou des erreurs sur le nom. Aujourd'hui, avec l'IA, les menaces qu'on voit, c'est que des personnes mènent des attaques de type phishing de manière très précise, sans faute d'orthographe, générées par des IA génératifs et qui passent nos antivirus. Donc, voici un type d'attaque et voici un type de menace qu'on a. Et on pourra parler aussi également des attaques du type DDoS qui sont accentuées aujourd'hui avec l'IA. Donc, rapidement, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Merci beaucoup, Amadou. Et ce que vous venez de partager avec nous se connecte avec les points de Dr Samira, surtout par rapport à la qualité des données et comment ils peuvent biaiser les résultats. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, en même temps, elle aide à protéger, mais en même temps, elle aide aussi les ficheurs et à donner des emails de phishing qui sont beaucoup plus précis, etc. Donc, c'est une arme à deux tranchants, comme on le dit. Et pour cela, on va se demander justement à Julien, en tant qu'expert et docteur en droit, quelles sont les mises en place aujourd'hui en Afrique, s'il y en a, et qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour protéger nos institutions, nos concitoyens? Quelles sont les pratiques justement de la vision de droit qu'on peut mettre en place pour se protéger de ces bias et de ces attaques? Merci. Bonjour madame.
Bonjour à chacun, bonjour à tous. Permettez-moi de dire merci pour l'invitation et saluer le travail du comité d'organisation qui a permis l'organisation de ce premier sommet. Pour aller rapidement, en quoi le droit s'intéresse à l'intelligence artificielle et est-ce que le droit posé en Afrique est pertinent pour s'adapter, pour être appliqué à l'intelligence artificielle qui se déploie déjà. Je voudrais rapidement rappeler pourquoi le droit doit s'intéresser à l'intelligence artificielle. D'abord, avant de vous dire si, au regard de l'existant, l'Afrique est bien ou mal lotie au regard de la protection juridique en ce qui concerne l'intelligence artificielle, du moins les risques, parce que l'intelligence artificielle, c'est comme un couteau, hein. On peut prendre un couteau pour la bonne cause, comme on peut prendre aussi pour commettre un crime. Donc, c'est les revers qui nous préoccupent ici. D'abord, voyez-vous, je vais centrer l'analyse sur 3 éléments. Il peut arriver, et vous le savez sans doute, Madame Hammer, que Google et Tesla a créé des voitures autonomes qui circulent déjà dans le monde entier. Ces véhicules autonomes, ces voitures autonomes peuvent, d'une manière ou d'une autre, rentrer dans des incidents et à la suite de ces incidents, on peut avoir des dommages créés. De façon classique, nous avons un chauffeur à bord dans les voitures classiques, une assurance qui couvre cela. Mais ici, une voiture autonome n'a pas de pilote. Tout au moins, il y a des voitures qui n'ont même pas du tout de pilote et le pilotage est automatique. Ou à tout le moins, vous avez un passager à côté et c'est en mode automatique. Si un accident survient, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est le propriétaire de la voiture autonome qui est responsable? Est-ce que c'est l'utilisateur, celui qui utilise la voiture autonome à l'instant T, qui est responsable? Est-ce que c'est le concepteur de l'IA, c'est-à-dire celui qui a conçu les algorithmes, qui est responsable? Est-ce que c'est le programmeur, celui qui a intégré les algorithmes dans un programme informatique? Ou carrément c'est le fabricant du véhicule? Donc, madame, il y a une chaîne de responsabilité qu'il faudra situer et dire comment réparer cela. À part les risques de dommages qui peuvent survenir de l'usage des intelligences artificielles, nous avons aussi des risques liés aux données personnelles. Voyez-vous, moi je m'appelle Julien Houpé. C'est une donnée personnelle. Mais cette donnée n'est pas libre de circulation. Vous ne pouvez pas aller sur Internet, me profiler et me vendre un produit d'assurance. Même moi, mais je ne suis pas propriétaire de cette donnée personnelle qui est mon nom. Il faut mon consentement d'abord. Mais nous avons des IA aujourd'hui. J'ai récemment appris que ChatGPT est déjà connecté à Internet. Si vous nourrissez une IA avec des données massives d'Internet, le risque c'est que vous prenez des données personnelles dans ces big data, alors qu'il y a une réglementation sur les données personnelles. Comment ça se gère? Voilà le deuxième problème juridique que ça se pose. Protection des données personnelles. Le dernier problème, il y en a beaucoup, mais je vais retenir 3 au regard du temps qui nous est parti, c'est la propriété intellectuelle. ChatGPT, ça fait dans le temps, hein, il suffit, j'ai peut-être l'idée de restaurant, je veux le logo du restaurant, je vais sur Midjourney et je dis bon, je veux un restaurant africain qui a peut-être un critère, pour moi un logo, et je mets dans le prompt le descriptif et en quelques fractions de secondes, j'ai un logo. Qui est l'auteur de ce logo proposé par Midjourney, par l'IA? Est-ce que c'est moi? Est-ce que j'ai un droit de propriété sur ce logo? Voilà un peu les problèmes qui peuvent survenir en 3 mots. Le problème de responsabilité, le problème de protection de données personnelles et des problèmes de propriété intellectuelle. Maintenant, est-ce que l'Afrique, comme vous l'avez dit, pour répondre à vos questions, est bien ou mal lotie par rapport à la situation?
si je regarde un peu ce qui existe comme droit applicable, je peux me réjouir. Même s'il n'y a pas une législation spécifique à l'IA, nous avons en droit ce que nous appelons le droit commun. Le code civil, par exemple, est applicable à l'intelligence artificielle. Je vais m'en expliquer tout à l'heure. Parce que ce n'est pas que l'Union européenne a récemment adopté l'Intelligence Artificial Act, la législation de l'intelligence artificielle. On peut se dire, bon, en Afrique, on est mal barré. Mais non, il y a un droit commun qui est applicable. Pour revenir sur l'accident qui est causé tout à l'heure par un véhicule autonome, comment le droit commun, je dis le code civil, peut régler ça, même si par ailleurs, aucun pays africain n'a une législation spécifique à l'IA. Il y a un principe de respect classique qui dit que celui qui est à l'origine d'un dommage doit réparer ce dommage. Et le code civil le permet. Le code civil est adopté dans la plupart des États francophones. Donc on peut aller chercher dans le code civil des dispositions applicables à l'IA, tout au moins dans la recherche de la responsabilité du fait de l'intelligence artificielle qui est intégrée dans un véhicule autonome. Seulement que, et c'est là où il faudra adapter, et je sais c'est là où vous allez en venir, la législation. Dans la responsabilité classique, il est fait obligation à la victime de prouver la faute de l'IA, de prouver le dommage et le lien entre la faute et le dommage. Est-ce que moi je suis enseignant, je dis, pour enseignant dans un pays perdu de l'Afrique, est-ce que moi j'ai la capacité d'auditer les systèmes IA? Non. Et c'est là où l'Union européenne a rectifié pour dire la responsabilité classique ne permet pas de régler le problème. Il faut alors adapter le régime de responsabilité classique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont renversé la preuve. Ils ont mis sur la tête du fabricant de démontrer que ce n'est pas son IA qui est à l'origine du dommage. Ce qui n'existe pas encore dans notre droit actuel. On a un régime de responsabilité classique. Pour les données personnelles, je vais bientôt finir, nous avons dans la plupart de nos pays des législations sur la protection des données personnelles qui sont applicables à l'IA. Donc, sur ce point de vue, tous les États qui ont des législations applicables aux données personnelles peuvent se dire que nous avons quand même un droit positif qui peut être appliqué. Le dernier point, c'est la propriété intellectuelle. Et là, c'est un peu mitigé. Vous savez, si une production, une création, avant qu'on ne parle de droit d'auteur, la loi dit qu'il faudrait nécessairement que ce soit un être humain qui produise, qui soit à l'origine de cette création. Alors, si c'est une production d'IA, il y a le silence de la loi. Rien n'est encore dit par rapport aux productions des IA. Or, Dieu sait, vous allez sur Internet aujourd'hui, c'est inondé. Vous ne savez pas si vous avez vu peut-être l'image du pape en doudoune. Il y a beaucoup de créations qui se font à partir des IA génératives actuellement. Mais si même j'écris un livre à partir d'un IA, est-ce que je suis l'auteur de ce livre? Je vais citer pratiquement une jurisprudence américaine qui dit: si vous allez sur Internet et vous utilisez une IA générative pour produire une œuvre littéraire, ça n'est pas protégé. La même chose en Afrique. Nous avons des lois qui ne sont pas adaptées aux IA génératives, qui donnent des mots de tête aux juristes. Même en France, c'est le silence. C'est récemment, il y a quelques semaines, que le législateur français, c'est encore au niveau de projet de loi, c'est pas encore adopté, qui a pensé régler le problème. Parce qu'ils ont estimé que parfois les IA, pour vous produire peut-être une image, les algorithmes s'inspirent, puisque c'est une base de données, des œuvres existantes. Par conséquent, si à la fin vous avez une image produite par IA, il faudra notifier quelque part image virtuelle, image IA, et insister pour dire les différentes origines, enfin ce qui a inspiré cette image, puisque l'IA générative ne crée rien ex nihilo. Il y a toujours une base de données au moment de l'apprentissage dont elle s'inspire plutôt. Voilà, madame, ce que je veux dire en un mot. Oui,
Merci. Il y a un droit existant qui peut être appliqué? Non, parce que le droit existant n'est pas adapté à l'IA actuellement. Voilà Merci ce que je peux beaucoup, vous répondre. merci beaucoup, docteur Julien, docteur en droit, spécialisé. Votre intervention, elle est vraiment riche et vraiment, il y a la partie intelligence artificielle avec la propriété intellectuelle qui est vraiment très, très importante. Et aussi, d'autre part, il y a comment on peut utiliser ce que nous avons déjà comme législation pour protéger nos données. Et ceci est un point vraiment crucial qui se connecte aussi bien à la partie cyber-résilience et aussi la partie relative à la protection et à la qualité des données que nos deux intervenants qui vous ont précédé ont mentionné ceci. On va juste pivoter et avoir un autre type de profil aujourd'hui avec nous. Parfait, ok. Il est fondateur et développeur. Et c'est avec un plaisir que nous vous avons avec nous aujourd'hui. Si vous pouvez partager avec nous en quelques minutes votre perspective autant que jeunes développeurs qui utilisent ces algorithmes et quels sont peut-être les obstacles que vous trouvez du point de vue droit ou loi, comme on dit, et si ceci peut vous encourager ou peut ralentir votre productivité autant que talent et de développeur. Merci, parfait. D'accord, merci. Moi, c'est parfait. Ok, je suis développeur web et mobile, donc je suis dans tout ce qui est de la programmation. Donc, pour aborder le thème, je peux tout dire que moi, mon quotidien, c'est de l'IA. Avec mes collaborateurs, on est plus habitué à utiliser de l'IA pour produire nos contenus, que ce soit pour le développement de nos applications ou bien les contenus que nous mettons dans les applications. Du coup, il faut dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises qui leur chiffre d'affaires vont tellement diminuer si l'IA n'existe plus. C'est de même que l'Internet. Il y a de cela certaines années, l'Internet est venu, il y a plusieurs entreprises ou bien il y a plusieurs personnes qui ont refoulé l'Internet. Mais aujourd'hui, nul ne peut vivre sans l'Internet. Donc, ça serait de même que l'IA, à mon humble avis. Donc, d'ici peut-être 5 ans, 10 ans, si on dit qu'aujourd'hui, on a coupé de l'IA, il y a plusieurs entreprises même qui ne vont plus fonctionner. Donc, là, de ce côté, il faut savoir que l'IA fait partie de notre quotidien. Donc, Associé Informatique, nous, par exemple, nous avons lancé un programme dernièrement de création de sites web pour accompagner les PME. Et ce programme, nous l'avons lancé parce qu'il y a ChatGPT qui nous aide énormément à produire du contenu pour ces PME. Ce qui fait qu'avant, il faudrait trouver un rédacteur web pour pouvoir produire vraiment énormément de contenu pour animer les sites. Mais aujourd'hui, avec l'IA, en moins de 5 minutes, on a tous les contenus pour pouvoir animer ces sites. Et là, de ce côté, il faut savoir que l'IA est animée par des données. L'IA, vraiment, il faut énormément de données pour pouvoir avoir l'IA. Et là, les données que l'IA produit, je donne l'exemple de ChatGPT, les données qu'il produit, ce n'est pas lui-même qui réfléchit pour donner, mais ce sont vraiment énormément de données qu'on a stockées qui nous produisent ces données. Donc, du côté juridique, je peux dire que ce ne sont pas des données que nous produisons. Même, nous allons jusqu'à faire la rédaction. La plupart des développeurs, y compris moi aussi, nous allons jusqu'à faire la rédaction des accords de confidentialité, parfois avec de l'IA. Et ça, côté juridique, c'est pas très sécurisé parce que si je vais sur ChatGPT, je dis, j'ai développé une application qui s'appelle IS. IS permet de mettre en relation les entrepreneurs. Rédige-moi un accord de confidentialité pour IS. ChatGPT est capable de me générer ça. Mais si on va au niveau de la loi, bon, on demande quel est le juriste qui a rédigé ça, quel est le juriste derrière, on est incapable de donner le nom du juriste. Et là, au côté de la loi, c'est vraiment non sécurisé. Donc là, je peux dire qu'il y a l'IA qui nous apporte énormément de bien, mais nous devons savoir vraiment comment l'utiliser. Surtout nous qui sommes les acteurs du digital, que ce soit les développeurs, les rédacteurs et tout. Donc, et il y a l'aspect côté cybersécurité.
aujourd'hui, il y a plein d'IA qui sortent et il y a tout des mois, j'ai vu une IA qui te permet de faire juste une vidéo dans ta langue et ça te traduit ça même avec les mouvements de bouche dans une autre langue donnée. Donc, avec ces gens d'IA, par exemple, il y aura plein d'IA, même il y aura des IA qui vont permettre, par exemple, aux gens de pouvoir faire une vidéo eux-mêmes et d'ajouter la figure d'une autre personne, le visage d'une autre personne. Donc, avec tous ces IA, en combinant tous ces IA avec de bons prompts, on peut produire des vidéos de quelqu'un d'autre que toi, tu n'as pas fait. Je donne un exemple simple où une institution te demande, par exemple, d'envoyer un pitch vidéo de 1 minute, par exemple. Avec l'IA, tu peux générer un pitch que quelqu'un d'autre, par exemple, je peux faire un pitch de la part de Amadou, par exemple. Il suffit juste d'avoir sa photo, sa voix, et puis avec l'IA, je génère tout ça. Ce qui fait qu'il y a la sécurité qui est vraiment en baisse. Et là, je peux dire qu'il y aura de nouveaux jobs qui vont se créer bientôt, comme par exemple au niveau de l'Internet, par exemple, on dit qu'il y a des gens qui sont dans le domaine de la cybersécurité. Plus tard, il y aura des gens aussi qui seront dans l'IA sécurité, qui vont aussi essayer de sécuriser ça. Et là, c'est énormément de travail. Donc, moi, en quelques mots, je peux toutefois dire qu'il faut savoir des données que nous produisons avec l'IA pour éviter surtout des problèmes avec la loi côté juridique. Et il faut savoir les données que nous mettons aussi dans nos contenus. Donc, je peux dire que c'est mon apport. Merci. Merci beaucoup à vous, parfait. Ça fait plaisir aussi de voir qu'il y a de la positivité associée au futur de l'IA. Vous avez bien mentionné qu'il y a beaucoup de nouvelles opportunités relatives à de nouveaux types de postes et que l'IA est constructive. On va partir sur une deuxième question ici, qui est vraiment sur comment on pourrait être constructive avec l'IA et essentiellement sur les capacités que nous aussi, aujourd'hui en Afrique, nous avons besoin de développer, aussi bien la partie technique et technologique que la conscience de l'importance de la qualité des données, mais aussi l'importance des lois qui soient présentes et aussi prendre conscience qu'il y a des lois qui nous protègent pour faire de sorte que tout le monde puisse utiliser l'IA tout en étant tout en sécurité. Docteur Samira. Oui, non, c'est pas par rapport à cette nouvelle question. Moi, je voudrais juste clôturer par rapport aux défis juridiques. Une remarque très importante à prendre en charge, c'est que les défis juridiques exigent une réglementation proactive, des révisions constantes, des lois et une collaboration internationale pour faire face aux enjeux transfrontaliers. Ça, très, très, très important à le souligner. Mais bien sûr, il faut préciser qu'on a besoin d'une réglementation qui encourage l'innovation, qui ne met pas de frein, qui encourage l'innovation et tout en protégeant les droits de la vie privée et la sécurité des individus. Je voulais juste rajouter cette petite contribution par rapport aux défis juridiques. Merci. Merci beaucoup. Donc, par rapport à la question relative aux capacités que nous devons développer, Docteur Samira, si vous pouvez partager avec nous votre vision sur cela, s'il vous plaît. Docteur Samira, vous êtes en mute, si vous pouvez… Oui, pardon, excusez-moi. Voilà. Je dirais par rapport à l'adoption ou l'intégration de l'intelligence artificielle, que peu importe le secteur, moi je dirais qu'il est important à noter que cette adoption ou cette intégration varie d'un pays à un autre. Très important à souligner. Pourquoi? Ceci, c'est en fonction des disponibilités des ressources et de la maturité du marché propre à chaque pays. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas comparer un pays à un autre. C'est en fonction de la disponibilité, en fonction de la maturité. Cependant, durant les vertus ou les avantages que peut offrir cette IA, par exemple, si je parle de mon secteur des finances, je dirais ça contribue dans la gestion des risques et la détection des fraudes. Alors, par rapport à la détection des fraudes, on peut prendre l'exemple les algorithmes qui analysent un nombre important, je parle là de big data, qui viennent de différents canaux, et qui analysent un nombre important de données transactionnelles, surtout pour les assurances et pour les banques.
Et du coup, il repère les schémas frauduleux grâce à ces algorithmes. Donc, on peut repérer. Il y a d'ailleurs même une start-up qu'on appelle Shift Technology qui épingle les fraudeurs, que ce soit par rapport à la souscription ou par rapport à la déclaration de sinistre. Et par rapport au segment de la gestion des risques, grâce à l'IA, on peut évaluer et gérer les risques liés aux prêts bancaires, liés aux investissements, parce qu'on a une veille technologique par rapport aux données qui circulent dans le marché et par rapport aux indemnisations. On a aussi un autre avantage, c'est l'assistance virtuelle, donc H24 et 7/7. Donc, les chatbots qui sont alimentés par l'IA, ils sont déployés pour fournir une assistance et répondre aux clients en les aidant ou en les orientant durant toute leur transaction. On a ce qu'on appelle aussi l'analyse prédictive, ça rentre aussi dans la gestion des risques. On a les tendances économiques et les mouvements du marché financier sont prédits grâce à ces modèles d'IA. Du coup, ça aide les investisseurs à prendre des décisions éclairées, donc c'est dans l'anticipation. On a ce qu'on appelle aussi l'automatisation des tâches répétitives. Généralement, on retrouve ça dans les back-office, que ce soit pour les banques ou pour les assurances. Donc, c'est des tâches administratives dont l'IA permet l'optimisation des processus ainsi que l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Donc, il y a une réduction d'erreurs humaines qui reste quand même coûteuse. Par rapport à la réglementation, la conformité réglementaire, on pourrait parler, grâce à l'IA, l'entreprise s'assure du respect, parce qu'on a, c'est des lois, enfin, c'est des formules qui sont prédéfinies, donc s'assure du respect de la réglementation, que ce soit locale ou internationale. Donc, tout en identifiant les risques de non-conformité, parce que c'est inclus dans le système. On peut aussi parler de l'analyse automatique des recherches rapides, même pour les juristes. Hein. Donc, un accès rapide aux bases de données, analyse automatique des documents juridiques, tels que les contrats, les accords et les jurisprudences. Voilà, grosso modo. On peut parler aussi de la personnalisation des services. Ça rentre aussi dans le développement marketing. Ça rapporte de la valeur. Alors, l'IA permet aux entreprises de personnaliser les services financiers en fonction des besoins spécifiques de nos clients. Cela peut améliorer aussi la fidélité des clients et augmenter les ventes. D'ailleurs, il y a une start-up québécoise qui s'appelle Kitex qui analyse les textes, les opinions, les commentaires. Donc, ça nous permettra non seulement de développer, d'innover dans nos produits et services, mais aussi devancer un besoin et également devancer ce qu'on appelle pas démissionner, mais devancer une résiliation. Parce que selon les textes, on analyse si un client il est mécontent. Donc, on peut devancer une résiliation et gagner un client. Donc, voilà, grosso modo, dans l'ensemble, l'IA, elle entraîne des transformations dans le secteur, que ce soit financier ou juridique. Et donc, l'efficacité accrue opérationnelle avec réduction des coûts. On peut parler amélioration des prises de décision, qui est très important, surtout pour les investisseurs. Et aussi l'augmentation des revenus et satisfaction client. Ça, c'est en conclusion. Voilà. Merci beaucoup, Dr Samira. Vous avez vraiment mentionné les capacités que l'IA pourrait justement proposer ici pour les entreprises et comment on peut générer plus de revenus, minimiser les coûts, mais aussi avoir une meilleure productivité tout en respectant bien sûr les données. On va toujours revenir sur la qualité des données, etc. Merci beaucoup. Je vais adresser cette question justement à Monsieur Amadou et on va se focaliser sur la partie plutôt technique, comme vous êtes un expert aussi technique sur cette question. Pour vous, c'est quelle capacité ou quelle pratique devrions-nous avoir en matière de cybersécurité, mais aussi en matière de IA cybersécurité pour pouvoir
subvenir aux besoins des entreprises aujourd'hui africaines. On sait que les entreprises africaines travaillent pour le monde entier. Par moment, ils font des services en import ou en offshore ou en inshore, comme on le dit. Donc, pour vous, quelles sont ces capacités que nous devons proposer? D'accord, ok. Donc, déjà, effectivement, je me permets rapidement de rebondir à l'intervention de Dr Julien sur la question du droit et de l'IA. Je pense que peut-être qu'il a dû en parler peut-être brièvement, mais en plus du droit commun, je pense que ce qui est important aussi également de prendre en compte, je pense par exemple à la Convention de Malabo qui a été adoptée en 2014, qui protège les données personnelles. Donc, il y a de la matière, des choses existent. Donc, il y a un certain nombre de pays qui ont ratifié cette convention. Pour rappel, c'est un traité africain qui a pour but de renforcer la sécurité numérique sur le continent africain. Donc, ce sont des textes sur lesquels les États peuvent s'appuyer pour pouvoir renforcer la stratégie de sécurité des données personnelles parce que, comme ça a été dit, qui dit IA dit données massives et données personnelles parce que on cherche avant tout à personnaliser des services, on cherche avant tout à prédire des comportements, on cherche avant tout à anticiper. Donc, pour cela, il faut typiquement le nom, les opinions, la reconnaissance faciale. Donc, tout un ensemble de données personnelles aujourd'hui qui sont sous le coup de la Convention de Malabo, qui est de plus en plus ratifiée par des États africains et même qui prévoit une commission africaine de la cybersécurité. Donc, voici un certain nombre de textes aujourd'hui qui existent, qui peuvent être appliqués, même si c'est pas typiquement IA, mais qui peuvent être appliqués pour renforcer déjà la sécurité des données, précisément la sécurité des données personnelles et la cybersécurité de manière générale, et qui permettent d'avoir un cadre juridique harmonisé pour lutter contre la cybercriminalité en Afrique. Donc ça, c'était une petite parenthèse par rapport à ce qui avait été dit par le Dr Julien, et je me permets de compléter. En ce qui concerne les mesures de sécurité à mettre en place, et moi, c'est aujourd'hui mon credo et c'est pourquoi je milite et j'interviens le plus souvent dans différents panels et dans différentes conférences. Et je l'ai dit en entrée, le plus important, c'est d'assurer une certaine cyber-résilience. Et cette cyber-résilience, on peut, pour l'atteindre, on peut utiliser de l'IA pour atteindre cette cyber-résilience. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir faire de la cyber-résilience, pour pouvoir avoir des systèmes d'information sécurisés, il y a 4 principaux axes. Il y a déjà la gouvernance des systèmes d'information. Donc, il faut assurer une certaine gouvernance des systèmes d'information ou de l'application du système qui est à sécuriser. Il faut protéger ce système d'information. Donc, il y a la protection et la défense. Donc, cette capacité à pouvoir détecter et répondre aux cyberattaques. Et en dernier point, il y a la résilience en elle-même. L'idée derrière, c'est de pouvoir être en capacité de pouvoir assurer un système même en cas d'attaque cyber, donc pouvoir continuer l'activité et reprendre l'activité à l'état nominal en cas de cyber. Donc, voici les 4 principaux axes. Et en quoi est-ce que typiquement l'IA peut nous aider à assurer à la fois la gouvernance des systèmes d'information, la protection, la défense et la résilience. Je prends un exemple parmi tant d'autres. La gouvernance des systèmes d'information, c'est typiquement s'assurer que les systèmes d'information ne soient pas obsolètes, s'assurer que les systèmes d'information, les audits ont été faits. Donc, on peut très bien imaginer des IA qui vont nous permettre de pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes liés à l'audit, de pouvoir réaliser un certain nombre de revues et des audits de manière récurrente et régulière. Donc, l'IA peut permettre ici, effectivement, de pouvoir automatiser ces audits-là de manière annuelle, parce que c'est des audits qu'on demande de manière annuelle ou trimestrielle. Donc, utiliser l'IA pour pouvoir automatiser les audits de sécurité, voici un moyen de renforcer la gouvernance du système d'information. En ce qui concerne la protection de nos systèmes d'information, donc comme j'ai dit, l'idée derrière, c'est de protéger les systèmes d'information. On peut très bien imaginer l'authentification biométrique assistée par l'IA. Pour faire simple, je pense que le docteur Samira l'a évoqué, on l'a tous évoqué tout à l'heure. L'IA, c'est un couteau à double tranchant. Donc,
les cyberattaquants, donc les cybercriminels, utilisent l'IA aujourd'hui de plus en plus pour copier une image et la mettre sur le visage de quelqu'un d'autre. Parfait, elle l'a évoqué tout à l'heure. Mais dans un même temps, on peut, nous, au niveau de l'Afrique, utiliser au niveau de ces entreprises, au niveau de ces États, utiliser l'IA pour pouvoir contrer cette attaque. Donc, même tant qu'on aura l'IA qui va permettre effectivement de réaliser ces attaques d'usurpation d'identité, parce que c'est ça le risque derrière usurpation d'identité, on peut imaginer, et ça se fait, c'est des choses qui existent, on va utiliser l'authentification biométrique assistée par l'IA. L'idée, c'est d'utiliser les caractéristiques physiologiques uniques de la personne. Voilà, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec les iPhones. Et l'IA va permettre d'améliorer surtout, parce que c'est ça le plus, améliorer la précision dans cette authentification, de sorte à ce que lorsqu'il met son nom, son prénom, son mot de passe, ajouter à cela ses caractères, son faciès, ses caractères physiques. Donc, on va utiliser l'IA pour pouvoir faire de l'authentification biométrique assistée. On a aussi également au niveau de la protection des systèmes d'information, et ça, c'est des choses qui peuvent être utilisées par les entreprises et aussi également par les États, et surtout par les États qui ont des systèmes d'information critiques. Rapidement, les systèmes d'information critiques, ce sont les systèmes d'information qui sont importants pour nos États africains. Je prends par exemple la compagnie d'électricité, la compagnie en ravitaillement d'eau potable dans nos États. Donc, ce sont les systèmes où les compagnies aériennes et ferroviaires. Donc, ce sont les compagnies qui sont importantes pour nos États et c'est très important de pouvoir identifier les vulnérabilités réseau qu'on va retrouver au sein de ces systèmes d'information parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'imaginer un système sans réseau. Donc, utiliser l'IA pour pouvoir assurer une certaine protection contre les menaces réseau. Donc, ça aussi, ce sont les éléments qui sont très importants. Et pour terminer peut-être sur la partie protection, on peut aussi également utiliser l'IA pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, les attaquants les utilisent pour collecter les informations sur les personnes. Les cyberattaquants les utilisent pour pouvoir rédiger des messages pour faire des attaques de type phishing. Mais de notre côté, les entreprises et les États doivent aussi également utiliser ces IA pour pouvoir détecter au mieux ces attaques. Parce que pour rappel, aujourd'hui, nos attaques sur nos systèmes d'information ou même sur nos équipements, sur nos ordinateurs ou nos téléphones, sont détectées par les antivirus. Le fonctionnement global et général des antivirus, c'est des fonctionnements, ce sont les attaques qui sont identifiées à travers ce qu'on appelle des signatures. Donc, on a un modèle, pour faire simple, hein, on a un modèle qui existe sur notre PC ou sur notre antivirus. Et sur la base de ce modèle-là, une fois qu'on a une attaque qui arrive, une fois qu'on a le même modèle qui est identifié, automatiquement, on va le détecter comme une attaque de type cyber. Donc, on peut imaginer aussi également l'IA pour pouvoir identifier et détecter les phishing, donc les attaques de type phishing, parce que l'IA permet de faire l'analyse comportementale. Donc ça, ce sont les choses qui sont permises, qui sont possibles avec l'IA. Et les deux derniers points sur lesquels je vais terminer, donc j'ai parlé de gouvernance avec l'audit, j'ai parlé de protection avec la capacité à pouvoir avoir des systèmes qui vont faire l'authentification biométrique via l'IA. On peut utiliser aussi également l'IA pour pouvoir lutter contre les cyberattaques. On peut détecter de manière automatisée les incidents de sécurité, donc rapidement, parce que ce qui est important pour une résilience des systèmes d'information ou la résilience d'un ordinateur ou de tout système, que ce soit un système industriel, c'est la capacité à pouvoir détecter un incident de sécurité rapidement. Donc, ça ne sert à rien de détecter un incident de sécurité 30 jours après ou 2 mois après. C'est pas important. Donc, il faut pouvoir détecter l'incident de sécurité très tôt et très vite pour ensuite, après, pouvoir avoir une réponse appropriée. Donc, on peut imaginer aujourd'hui des systèmes d'information ou des systèmes d'information basés sur des IA qui vont permettre de pouvoir automatiser les détections d'incidents de sécurité, réduire ce qu'on va appeler les faux positifs et ce ne serait-ce que réduire aussi également les menaces et les impacts. Et le dernier point qui porte sur la résilience en elle-même, donc l'idée derrière, c'est tout simplement de pouvoir avoir des IA qui vont nous permettre de déclencher un plan de crise. Donc, une fois que
le plus souvent, lorsqu'on a un système d'information qui est attaqué ou qui subit une cyberattaque, on a ce qu'on appelle un plan de gestion de crise ou un plan de reprise d'activité ou un plan de continuité d'activité. Donc, ça va dépendre de l'étape à laquelle on se retrouve. Donc, ce qui arrive et ce qui se fait, c'est qu'on va utiliser l'IA parce qu'une fois qu'on a une crise cyber, il y a ce qu'on appelle un processus de crise cyber. Donc, étape 1, on prévient tous les collègues. Étape 2, ensuite, après, on essaie de restreindre l'attaque. Donc, voilà, il y a un certain nombre d'étapes qui existent en fonction du type d'attaque. Donc, l'idée derrière, c'est de dire qu'il y a un certain nombre de tâches qui sont, je dirais, basiques et qu'il faille faire. Par exemple, en cas d'attaque d'un bâtiment, bon, c'est aussi également une cyberattaque. Hein. Si on a une attaque sur un bâtiment, le plus important, c'est peut-être informer tous les collègues. Donc, on peut imaginer une IA qui va très rapidement et de manière automatisée envoyer un SMS ou envoyer un mail ou émettre des appels pour informer tous les collègues en leur disant il faut déconnecter vos PC, il faut quitter les lieux. Donc voilà, on peut utiliser l'IA pour pouvoir nous assister dans notre plan de gestion de crise et notre plan de continuité d'activité. Donc voici 4 principaux axes sur lesquels je souhaiterais peut-être intervenir pour dire qu'on peut utiliser aujourd'hui l'IA pour pouvoir renforcer notre résilience du système d'information. Merci beaucoup, Monsieur Amadou. Vous avez non seulement présenté les capacités dont nous avons besoin pour nous préparer et pour être vigilants par rapport à l'utilisation de l'IA, mais aussi des pratiques de comment bien utiliser l'intelligence artificielle et tout en respectant la donnée, mais aussi les utilisateurs et les prévenir, ce qui vraiment connecte très très bien avec les autres parties que nous avons vues aujourd'hui. Et si je vous écoute bien, c'est vraiment la partie dont vous avez vraiment focalisé l'attention, c'est la cyber-résilience et comment préparer ça avec essentiellement 2 aspects, la partie sécurité, mais aussi la partie cybersécurité en soi. Donc, 2 points très, très importants. On va vraiment intégrer nos auditeurs aujourd'hui avec nous. Et la question que je vais vraiment adresser à Dr Julien, elle vient justement de Christian sur la plateforme. C'est comment la justice pourrait-elle faire pour adhérer la manipulation de l'IA, l'utilisation de la voix, de l'image d'un citoyen pour compromettre l'infraction, par exemple. C'est vraiment ici une consultation de l'aspect de droit. Donc, on veut vraiment avoir une participation de notre audience. Donc, Dr Julien, je vous adresse cette question à vous. Alors, je me permets de prendre la parole parce que comme tu as pris la modération de cours, mais je crois qu'avant que Dr Julien ne prenne la parole, cher ami Shahira et puis Paul Dara qui sont copanélistes, mais ils n'ont pas mis la caméra, donc on a tendance à oublier, mais on va leur demander de mettre la caméra. Paul avait mis la caméra parce qu'il est membre du conseil scientifique, il est avec nous, et Shahira qui est également membre du conseil scientifique, mais ce serait bien qu'ils mettent la caméra parce que cela permet tout de suite à la modération de... On ne croit qu'à ce qu'on voit, hein, vous savez. Donc, s'il faut faciliter la chose, ça fera du bien. Merci. Bienvenue à nos panélistes. Donc, on a Shahira avec nous qui vient de nous rejoindre. Apparemment, elle était tout le temps ici, mais nous ne l'avons pas captée sur nos écrans. Donc, bienvenue et nous avons encore du temps pour vous écouter. S'il vous plaît, donc quand vous venez de l'entendre de Amadou, s'il vous plaît, si vous êtes présent, nous n'arriverons pas à vous voir si la caméra n'est pas fonctionnelle. Donc, envoyez-nous un message et nous pouvons toujours vous consulter. Donc,
Pour revenir à notre point, donc on va venir à Monsieur Julien. Donc, vous pouvez partager avec nous, donc justement, en interagissant avec Christian de notre un de nos auditeurs aujourd'hui. Et ensuite, nous allons continuer ce panel avec une question et dans ce cas, nous vous adresserons, Shahira, la question directement à vous. Donc, on vous donne un peu de temps à vous préparer. Donc, Julien, s'il vous plaît, si vous pouvez élaborer sur comment la justice pourra-t-elle faire pour appréhender ces manipulations de l'IA et s'il y a un texte de droit ou justement des pratiques qui vont nous aider ici à prévenir ces manipulations d'arrivée. Merci. Merci, madame. Je crois que le participant a posé une question relative au deepfake. Ce phénomène appelé deepfake, c'est que l'utilisation des IA à cette fin. Avant d'y revenir, d'y répondre, je voudrais dire un mot de façon générale de l'utilisation de l'IA, notamment ChatGPT, qui, d'une manière ou d'une autre, peut induire la responsabilité de l'utilisateur. Si moi, c'est vrai, ChatGPT a le vent en poupe, elle a passé avec brio l'examen du barreau américain, alors que des êtres humains ont échoué. Mais il faut vous dire, avant d'arriver à la réponse, il faut faire attention. Peut-être je suis juriste, peut-être c'est un problème professionnel, je ne sais pas, mais je dis qu'il faut voir aussi les risques par rapport à cette IA générative qui a le vent en poupe. Moi, si je vais sur un prompt, je questionne une IA générative qui me sert une réponse. L'IA générative est payée pour me donner la réponse, mais elle n'est pas payée pour me donner une réponse fiable. Quand M. Toqué, dans sa intervention tout à l'heure, disait, bon, dans le cadre de leurs travaux, ils essaient de questionner l'IA, peut-être avoir un accord de confidentialité prêt à être utilisé. Il peut arriver, et il est arrivé par ailleurs, qu'un avocat, parce qu'il est fan de ChatGPT, pour déposer ses conclusions dans une affaire, il est parti demander à ChatGPT les différentes juridictions, les différentes jurisprudences, les décisions qui étaient déjà prises dans cette affaire. Et ChatGPT lui a servi un document bluffant qu'il a utilisé, copié-collé dans ses conclusions, déposé au juge. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un juge averti. On s'est rendu compte que l'IA lui a créé de toutes pièces une décision judiciaire qui n'existe pas. Voyez-vous, cet avocat, ce professionnel engage sa responsabilité du fait même de l'utilisation de l'IA. Donc il faut faire attention par rapport à l'utilisation de l'IA, parce que si on le prend comme ça, on engage soi-même. Si on l'utilise dans un cadre professionnel, ça doit être une aide, une assistance, et non prendre pour parole d'évangile l'IA. Moi, je l'ai personnellement utilisé, c'est peu de bluffant, mais quand on creuse un peu, il y a des risques si on ne fait pas attention pour voir si les réponses servies par l'IA générative sont quand même pareilles par rapport à la vérité. Sur la question de deepfake, il faut dire que la technologie précède toujours le droit. Tout à l'heure, j'ai dit que l'IA donne des mots de tête aux juristes. La technologie précède toujours le droit et c'est après coup que le droit saisit la technologie. Et ma collègue tout à l'heure l'a rappelé, Dr Samira, il ne faut pas brider l'innovation. Il faut laisser aller. S'il faut, à tout point de vue, bloquer ces genres d'initiatives, je crois que la technologie ne va pas prospérer. Donc, pour répondre à la préoccupation du participant, moi je dis, on peut trouver dans le droit positif, dans le droit qui existe, des éléments pour quand même demander, pour accrocher la responsabilité pénale de celui qui utilise deepfake. Même si par ailleurs il n'y a pas un test spécifique. C'est pour dire que même s'il n'y a pas une loi spécifique
une législation spécifique, une législation spécifique par rapport au deepfake qui consiste à utiliser des IA pour imiter une voix, une personnalité, ça se fait. On peut faire parler une personnalité alors qu'elle n'en est pour rien, elle n'a pas parlé. Dans ce cas, il y a des dispositions pénales dans le dispositif. Le droit posé peut quand même être appliqué et chercher à dégager la responsabilité pénale de celui qui s'amuse à pratiquer le deepfake à des fins criminelles. Quand j'ai dit ça, en l'état actuel de notre droit en Afrique, on a tendance et on fait au coup par coup. C'est-à-dire, dans le cadre de l'adaptation de la loi, peut-être on va essayer d'attendre le législateur français, puis on va voir comment on peut adapter, s'il y a une disposition sur le deepfake, l'adapter dans notre contexte, par exemple. Moi, je proposerais, d'abord, pour répondre à une question que vous avez posée tout à l'heure à mes autres panélistes, qu'il faut une stratégie nationale d'intelligence artificielle. En Afrique francophone, il y a moins de 5 ans, c'est pas bon. Le Bénin vient d'avoir le sien. Enfin, quand je parle du plan, mais il faut d'abord une vision générale pour dire voilà là où nous sommes par rapport à l'IA. L'IA est déjà là. Voilà, nous voulons aller. Quel est le plan que nous voulons faire? Quelles sont les dispositions que nous allons prendre pour la gouvernance des données, pour la responsabilité, pour l'éthique? Au plan national, il faut ça d'abord. En deuxième élément, il faut adapter les lois qui existent. Précisément par rapport au code civil, le régime classique, je l'ai dit, n'est pas adapté. Il faut voir dans quelle mesure adapter le code civil actuel aux IA en renversant la preuve sur la tête du fabricant de l'IA, par exemple. Et aussi la propriété intellectuelle. Je l'ai dit, les IA génératives, c'est le silence total. Il n'y a pas de solution actuelle dans aucun pays. J'espère que je ne prends aucun risque. Dans la loi sur la propriété intellectuelle, qui soit applicable aux IA génératives. La France, je l'ai dit tout à l'heure, après quelques semaines, a mis dans le circuit une proposition de loi dans ce sens. Donc, il faudra adapter la loi sur la propriété intellectuelle aux IA génératives, puisque c'est le silence total. Voilà un peu, pour ne pas monopoliser la parole, ce que je peux vous dire en rappelant que ça fait chic d'utiliser les IA génératives. Mais là où ça fait choc, en tant que juriste, les IA peuvent nous faire des bébés dans le dos parce qu'elles ne sont pas payées pour nous servir une idée trop fiable. Et si nous l'utilisons dans un cadre professionnel, il faut faire beaucoup attention. Parce que si nous l'utilisons dans un cadre professionnel, notre responsabilité peut être engagée. Voilà un peu ce que je peux vous dire pour ne pas monopoliser la parole. Merci. Merci beaucoup, Julien. Notre question maintenant va s'adresser à nos speakers qui ont et donc ça va être à Madame Shahira et Monsieur Paul. Et la question se porte essentiellement sur les avantages et les risques des risques aussi bien financiers que d'autres types de risques, que ce soit la responsabilité, la qualité de données ou autres, lors de l'adoption de l'IA. Donc, la question, c'est vraiment de couvrir quelques avantages et risques que nous devons prendre conscience en relation à l'adoption de l'IA. Madame Shahira? Oui, vous m'entendez là? D'accord. Donc, je me présente. Je m'appelle Shahira, il y a un problème caché au niveau de Shahira. Ouais, il y a un problème technique avec le micro de Madame Shahira. On va vous donner le temps de vous reconnecter avec le micro et on va voir si Monsieur Todd est avec nous.
Allô, bonsoir, vous m'entendez? Oui, bonsoir, Monsieur Paul. Madame Shahira a eu un problème technique. On va lui donner le temps d'adresser le problème technique avec le micro. Et nous profitons de votre présence avec nous aujourd'hui pour justement couvrir les avantages et les risques associés à l'adoption de l'intelligence artificielle, notamment des risques financiers, mais aussi des risques éthiques ou d'autres types de risques relatifs à la qualité de la donnée. Monsieur Paul. Ok, voilà, merci beaucoup. Déjà, un grand merci à tous les panélistes qui ont participé à cette table ronde. Voilà, donc déjà aussi un grand merci au cluster Digital Africa pour cette très belle initiative d'ici en Africa. Donc je pense qu'en fait le gros de la thématique a été quand même bien exposé par les dévanciers. Voilà, donc j'ai bien noté ce que M. Diawara notamment a expliqué. Voilà, je pense que côté risque, il a fait le tour de la question. Parce que comme on l'a dit aujourd'hui, l'IA, c'est un couteau à double tranchant. Voilà, donc ça sert et ça dessert. Voilà, donc aujourd'hui, en fait, la manière dont les institutions et tout ce qui tourne autour, en fait, se protègent. Parce qu'aujourd'hui, en fait, un bon moyen de protection, ça passerait par les moteurs liés à l'IA. Voilà, parce que quand je prends par exemple un peu tout ce qui est lié au risque cyber, là, voilà, il a tantôt parlé d'antivirus et autres. Maintenant, en fait, on se rend compte que ces couches-là d'antivirus ne pouvaient pas contrer beaucoup d'attaques. Donc, forcément, en fait, les moteurs qui sont là pour pouvoir contrer, en fait, on fait usage de beaucoup d'analyse comportementale. Et qui dit analyse comportementale, c'est beaucoup d'outils, voilà, qui ont l'IA embarqué. Voilà, donc, ça permet de faire, en fait, de la prédiction et ça gère la posture, en fait. Voilà, donc, maintenant, la sécurité n'est pas au niveau de l'attaque qu'on essaie de contrer, mais c'est plutôt, en fait, en termes de prédiction où ça marche, en fait. Donc, par exemple, quand on regarde un comportement qui paraît normal pendant 10 jours, voilà, 20 jours, 30 jours, voilà, on regarde un peu la moyenne et d'un coup, si le comportement change, donc là, automatiquement, il y a une alerte qui est lancée et puis voilà, on essaie de contrer. Donc, c'est ce genre de mesures-là qui permettent aujourd'hui aux entreprises de faire face aux risques cyber. Voilà, donc, l'autre côté avantage aussi également, c'est vraiment tout ce que ça peut apporter. Aujourd'hui, en fait, je prends un secteur comme le secteur financier. Aujourd'hui, on parle beaucoup de transport digital, la transformation digitale qui est là. Voilà, donc, le cluster de Digital Africa, ça peut s'expliquer. Voilà, le fait qu'aujourd'hui, tout pousse à la digitalisation. Voilà, maintenant, qui dit digitalisation aussi, voilà, dit apport de l'IA. Aujourd'hui, l'IA peut apporter énormément dans ce créneau-là. Voilà, ça permet en fait de simuler pas mal de modèles. Et aujourd'hui, en fait, pour pouvoir faire un impact, quand on veut lancer un produit, voilà, je prends un peu l'Afrique qui est très friande de tout ce qui est mobile money et autres, donc avec une forte portée du téléphone. Donc aujourd'hui, en fait, avant de lancer un produit, là, donc on peut utiliser des outils d'IA pour voir un peu comment ça pourrait, voilà, quelle pourrait être la réaction du marché à cet outil-là. Donc ça permet en fait, à travers ces modèles-là, de bâtir une offre, voilà, qui est plus orientée, voilà, par rapport à nos besoins. Voilà, donc aujourd'hui, en fait, des aspects comme la bancarisation qu'on n'arrive pas à pousser, avec des outils d'IA, peut-être on pourrait réfléchir à voir quelle solution pour quelle partie de l'Afrique, parce que voilà, les us et coutumes, voilà, devraient être prises en compte pour pouvoir, disons, qu'on appelle topper le produit. Voilà, parce que si on lance les produits sans tenir compte de ça, c'est pas évident que le produit ait un ancrage. Voilà, donc c'est quelque part un peu pour ça même que les banques ont de la difficulté par rapport aux fintech qui font un usage très poussé de l'IA, voilà, pour pouvoir bâtir les modèles. Donc quand une fintech vient, elle modélise et puis elle pousse son produit à travers ces modèles-là. Ce qui n'est pas le cas souvent de la banque classique qui passe par des modèles classiques là, qui font que les clients voient ça comme plutôt une contrainte que d'avoir vraiment, disons, une valeur ajoutée, voilà, qui pourrait voir en fait dans les produits offerts. Voilà. Aussi, un des aspects que moi je vois en fait aujourd'hui dans l'IA, voilà, par rapport à tout ce qui est risque là, voilà, donc le juriste en a parlé. Voilà, donc pour moi en fait aujourd'hui c'est aussi la sensibilisation en fait. Voilà. Donc l'IA c'est vrai, voilà, aujourd'hui on pourrait dépendre beaucoup de ces moteurs là. Donc tout ce qui est IA générative, on sait ce que ça peut apporter comme risque, voilà, parce qu'on peut simuler une voix, on peut utiliser une image à des faits, voilà, plusieurs faits malsains. Voilà. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être fait pour contrer ça en fait? Aujourd'hui, l'un des acteurs majeurs là pour moi, c'est les maillons essentiels, c'est vraiment l'humain lui-même. Voilà. Donc face à l'IA, la meilleure réponse pourrait être la réponse pour moi de l'humain, parce que voilà, on se fait embarquer, voilà. Donc toutes ces technologies là aujourd'hui ont tendance à nous dominer, mais il faudrait qu'il y ait quand même une réaction de l'humain, parce que devant un cas, 2 cas, 3 cas qui se répètent, voilà, je peux utiliser la voix de quelqu'un, je peux utiliser plusieurs trucs, je simule, voilà, mais l'humain en fait, s'il est sensibilisé, pourrait avoir la réaction salutaire en fait. Voilà. Donc, je pense que si on se fie juste au résultat que l'IA donne, on pourrait appuyer un bouton, on pourrait faire un comportement pensant que c'est telle personne ou pensant que c'est tel événement qui est en train de se passer, alors que c'est tout le contraire en fait. Donc, pour pouvoir parer à ce genre de risque-là, pour moi, il faudrait qu'il y ait une forte dose de sensibilisation. Et surtout dans nos pays africains où les gens sont très friands, souvent on se jette à tout vent dans les technos. Voilà. Aujourd'hui, on voit avec TikTok, avec toutes ces technos-là qui ont pris le pas.
Donc finalement, c'est devenu un cauchemar en fait, voilà, parce que la vie privée, les gens, ils n'ont plus de limites, voilà, ça va tout vent, ça utilise tous les créneaux. Voilà, donc, parce que la personne qui n'a jamais eu, en fait, qui ne sait même pas c'est quoi la donnée personnelle, elle se trouve avec un smartphone, elle se trouve avec un PC, et c'est pas ce qu'elle fait, elle pense que, voilà, je peux pusher ce que je veux comme image, je peux utiliser ce que je veux comme voix, ainsi de suite, sans savoir que derrière, là, il y a tout un volet, voilà, juridique qui pourrait être utilisé. Donc, tu vois, les États essaient de faire face en mettant en place, voilà, des équipes des équipes, voilà, avec des procureurs chargés de tout ce qui est cyber. Voilà. Mais il faudrait quand même énormément sensibiliser les citoyens, si on peut l'appeler ainsi. Voilà, parce que c'est la seule façon, voilà, pour moi, en fait, de contrer ça. Parce que si on ne met pas une dose, une fois de plus, voilà, de l'humain, voilà, on risque d'être en fait un monde qui serait complètement à la merci de ces IA-là et on ne sait pas derrière ce qui pourrait se passer en fait. Voilà, donc pour moi, aujourd'hui, un challenge pour l'Afrique, voilà, qui est un continent très friand de digitalisation. On va pousser parce qu'on n'a pas le choix. La digitalisation va apporter énormément. Mais il faudrait qu'on mette quand même, voilà, une pondération, si je peux l'appeler une pondération humaine. Voilà, pour moi, la réponse aussi à ça, c'est vraiment l'humain. Donc, l'humain a sa place, l'humain doit avoir sa réponse, et l'humain dans sa posture pour être un des axes majeurs sur lesquels, alors, on pourrait voir, en fait, une réponse, disons, appropriée à toutes ces dérives qui pourraient venir, en fait, voilà, de l'IA. Voilà, donc, voilà, en quelques mots, ce que je pourrais dire un peu par rapport à cette question. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Paul, et ça connecte très très bien avec ce que tout à l'heure Dr Samira, Dr Julien et Monsieur Amadou et aussi Parfait ont présenté. Nous allons maintenant écouter Madame Shahira. Elle est de retour avec nous. Donc les problèmes techniques arrivent tout le temps. Donc on sait ça quand on est en ligne. Nous avons tous vécu la période de Covid, tous en ligne. Donc on sait très très bien comment c'est. Donc Madame Shahira, si maintenant vous êtes connectée, vous nous entendez bien. Si vous pouvez partager avec nous les avantages et les risques de l'adoption de l'IA, aussi bien risques financiers que risques éthiques, mais aussi les risques d'infrastructures ou autres. Madame Shahira. Madame Shahira. Donc, le temps que Madame Shahira retourne parmi nous, est-ce que nous avons Parfait encore connecté? Madame Shahira, je suis là. Excusez-moi, il y a des problèmes de réseau. On comprend tout à fait. Donc, Madame Shahira, si vous pouvez élaborer, s'il vous plaît, par rapport aux risques et les avantages et les risques de l'adoption de l'IA, s'il vous plaît. Merci. D'accord. OK. Donc, comme je vous ai dit, au niveau de l'IA, moi, j'utilise que ce soit dans la partie management des entreprises ou dans la partie éducation. C'est pour cela que je participe à la table finance et à la table éducation, en fait, parce que vraiment, j'utilisais l'IA et c'était un tremplin pour moi. Et pour que ce soit pour exceller dans mon travail au niveau de gestion de la planification et aussi d'avancer dans la partie training, partie formation avec tous les participants. Donc, en fait, pour moi, l'IA, c'est une obligation. C'est une obligation pour notre continent. Il n'y a pas photo. Si on veut se développer, si on veut être à l'international, si on veut vraiment avancer au même pas que les autres pays qui sont développés à travers l'IA, c'est une obligation. Pourquoi? Parce que moi, avec ma définition personnelle, pour moi, l'intelligence artificielle, il y a un mot qui est utilisé, l'intelligence. C'est quoi l'intelligence? On dit une personne intelligente, c'est une personne qui a la réponse en premier et qui a une réponse correcte et convenable. Et donc, pour avoir une rapidité, une efficacité de nos actions, il faut utiliser l'intelligence artificielle. Ça, ce sont les bienfaits et les outputs de l'intelligence artificielle dans notre continent et dans la gestion des entreprises, l'éducation et tout autre domaine. Pourquoi l'IA, l'intelligence artificielle, elle est entre guillemets n'a pas eu la même valeur que les autres pays?
Parce que on a vu l'intelligence artificielle comme un danger. Comme un danger, on l'a vu et on l'a ressenti lors de la corona. Parce que l'intelligence artificielle, elle est née avec la crise 2008 et elle a accouché avec le digital. Donc, il y a des pays comme en Afrique, comme nous, par exemple, en Tunisie, on l'a senti et les gens ils sont en train de le sentir chaque jour que l'IA, c'est un danger. Et ils ne le voient pas comme une solution. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas expliqué. Parce qu'il n'y a pas eu un accompagnement pour montrer les bienfaits de l'intelligence artificielle dans les domaines de gestion dans notre continent. Donc, il y a un autre point qui est très intéressant et qui explique pourquoi je dis que l'intelligence artificielle est devenue une obligation. Parce que ça y est, la nouvelle génération, l'intelligence artificielle, c'est dans leur gène. Un enfant de 2 ans, 3 ans, il sait manipuler un portable ou une tablette. Donc déjà, ils sont prêts. Donc, si on ne suit pas cette génération et on leur donne les bases et on leur donne les bonnes manières, l'intelligence artificielle, elle ne va pas avoir sa vraie valeur ajoutée. Donc, c'est ça les risques. J'ai présenté un peu quels sont les risques de l'intelligence artificielle si on ne leur donne pas montrer la vraie valeur et l'output ou l'added value pour l'intelligence artificielle. Donc, pour moi, c'est l'accompagnement. De deux, le prendre comme une solution et non pas un danger. Il faut expliquer parce que les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent l'intelligence artificielle, elle va prendre la place de l'être humain. Non, elle prendra jamais la place de l'être humain parce que la valeur ajoutée, elle sort de l'être humain. Le robot, il n'a pas de valeur ajoutée. Vous disiez 1 + 1 est égal à 2, il te donnera 1 + 1 est égal à 2. C'est l'humain qui va expliquer pourquoi on a dit 1 + 1 est égal à 2. Et moi, je l'ai vu ça au niveau des formations. Et au niveau des formations, toutes les informations que je mets, ici, ils existent partout, dans YouTube, dans Google, dans le ChatGPT. Mais comment donner le fil conducteur ou expliquer correctement la culture financière à mes participants, c'est pas le ChatGPT ou l'intelligence artificielle. C'est moi, c'est à travers ma pédagogie. Le ChatGPT n'a pas une pédagogie. Il peut répondre à tout. Moi, par exemple, quand ChatGPT est venu en Tunisie, je lui ai demandé comment préparer un couscous. Ah ben, il m'a donné comment on prépare un couscous. Mais il m'a pas montré les gestes de ma mère pour donner un autre goût au couscous. Et c'est ça qu'il faut montrer à nos générations et à notre future génération, que l'intelligence artificielle, c'est un support, c'est un tremplin qu'on doit utiliser pour aller plus vite et aller vers l'avant. C'est mon intervention. Merci beaucoup, Madame Chahida. C'est très, très important de vraiment valoriser l'humain. Nous avons vu que Paul aussi, tout à l'heure, n'arrêtait pas justement de mentionner l'importance de l'humain quand on parle de l'intelligence artificielle, et c'est vraiment très important. Pour être très respectueux du temps de tout le monde, il y a une dernière question que nous voulons partager avec tout notre panel présent aujourd'hui, et avant d'adresser les questions des participants en ligne. Donc, essentiellement, la dernière question que nous voulons adresser ici, c'est vraiment en tenant compte des défis, et si on peut énumérer les défis les plus importants pour nous, en tenant compte des défis, quelles sont les 3 recommandations aujourd'hui dans ce panel d'une manière pragmatique que nous pouvons prendre pour valoriser l'utilisation de l'IA tout en tenant compte de son application par rapport aux droits, finances et la cybersécurité. Je vais commencer par Dr Samira pour ceci.
Docteur Samira? Oui. Alors, les principales recommandations pour ma part, il faut qu'il y ait des données de qualité. C'est très important pour fonctionner efficacement. Cependant, on peut rencontrer des difficultés à collecter, à nettoyer les données nécessaires pour les anciens modèles. Aussi, on a une autre recommandation par rapport à l'adoption culturelle. C'est très important parce que l'implantation de l'IA nécessite un changement culturel important pour l'organisation. Ça veut dire quoi? Ça fait certains salariés peuvent œuvrer et penser que l'IA ne remplace pas le travail. Et on ne comprenne pas comment le travail avec les nouvelles technologies. Il y a aussi le risque de chômage technique. Les gens pensent qu'ils vont être remplacés par des machines ou par des robots. Aussi par rapport à l'acceptation des clients, c'est-à-dire les entreprises qui adoptent ou qui veulent intégrer l'IA doivent gagner la confiance de leurs clients. Surtout si on autorise à utiliser, nous séparer de nos données personnelles à des fins, il y a des entreprises qui les utilisent à des fins de violation de la vie privée ou suite à un piratage, à une cyberattaque, l'utilisation d'informations abusives aussi. Donc, ils doivent gagner la confiance des clients. Et je rebondis sur l'idée de M. Amadou Tidiane. Il avait parlé tout à l'heure de la résilience. Moi, je parlerai de la cyber-résilience. Il avait aussi évoqué ça. Lui, il a parlé du côté technique. Moi, je parlerai du volet assurantiel. C'est une solution alternative pour la cyber-résilience. C'est que l'IA, elle aide les assureurs. Donc, l'IA et la cyberassurance, ce sont deux outils importants dans l'arsenal de la sécurité informatique. Très important à le noter parce que l'IA, elle aide les assureurs à évaluer les risques de manière plus précise et à détecter les incidents de sécurité plus rapidement. D'accord? On analyse les données des clients et estimer les risques potentiels. Donc, on protège les entreprises contre les menaces cybernétiques. Pourquoi? C'est-à-dire grâce à l'IA, les assureurs, ils ont innové cette police cyber assurance. Donc, la solution qui est déployée par l'IA, elle identifie et elle collecte les données qui alimentent cette police cyber assurance, ce qui contribue efficacement à la gestion du risque en cas d'une cyberattaque, à maintenir l'équilibre financier de l'entreprise en cas de cyberattaque et également obliger les entreprises à s'aligner et se conformer à des réglementations relatives. Parce que si vous voulez adopter la police cyberassurance, il faut s'aligner aux standards de sécurité. Et puis aussi, j'ai dit la couverture des pertes financières. Donc, l'entreprise, elle pourrait quand même avancer et gérer ces crises et même les parties prenantes, donc la gestion aux éventuelles poursuites judiciaires ou techniques ou de communication ou autres. Voilà grosso modo. Merci beaucoup, Dr Samira. Monsieur Paul, vos recommandations tenant compte des défis actuels dans notre région, quelles sont les recommandations pour vous? Ok, voilà, merci Madame Imen. Voilà, donc pour moi, de manière sommaire, de manière résumée, voilà ce que je pourrais dire en fait. La première recommandation pour moi, c'est d'adopter une bonne politique de conduite de changement. Voilà, Dr Samira l'avait dit, donc voilà, il faudrait quand même qu'il y ait ce positionnement-là, parce que en fait, l'IA aujourd'hui, ça rentre dans les mœurs, dans les mœurs, disons. Voilà, maintenant, bon, ces changements-là, ils doivent s'accompagner d'une conduite de changement, sinon ça sera trop brusque et puis ça pourrait aller voilà, à travers plutôt plus de mauvais côtés que de bons côtés. Donc, en ce moment, c'est une vraie conduite de changement qu'il faudrait mener. Et le second volet, voilà, pour moi, en fait, aujourd'hui, on parle plutôt d'Afrique. Donc, ce serait bien qu'il y ait un contenu africain, voilà, qui vienne avec cette IA. Donc, je pense que voilà, sur la journée de demain, il y aura notamment des démos qui se feront. Voilà, donc, il faut que l'Afrique soit présente aussi en termes de solutions. Voilà, que les gens puissent apprendre à avoir, en fait, pas que du contenu classique ou des outils classiques là, mais qu'on commence à avoir des outils parce qu'en fait, peut-être la conception de nos propres outils pourrait amener à tenir compte de nos cultures. Et je pense que la culture africaine pourrait aussi être un axe de changement. Voilà, parce que l'Africain, dans sa culture, dans sa façon de voir le monde, pourrait peut-être apporter, voilà, ce manquant-là qui soit là, voilà, pour cette IA. Donc, l'IA, si je peux appeler ça ainsi, voilà, il faudrait qu'on puisse un peu tropicaliser l'IA, voilà, pour qu'il y ait une IA, voilà, à nous.
Voilà. Et le dernier volet, c'est une fois de plus, en fait, voilà, il faudrait quand même renforcer la formation. Voilà. Donc aujourd'hui, nous l'avait dit, hein, donc avec les enfants aujourd'hui, voilà, c'était plutôt Sharia qui l'avait dit. Voilà. Donc aujourd'hui, un enfant, naturellement, l'IA, ça lui paraît logique. Et pour lui, c'est normal qu'il y ait l'IA, c'est normal qu'il voit tous ces outils. Donc voilà, maintenant, il faudrait que cette génération-là qui naisse pratiquement avec l'IA, voilà, dans les berceaux, il faudrait qu'on puisse les former. Voilà, donc au niveau de nos programmes scolaires, je pense qu'il faudrait qu'on puisse voir en fait comment insérer peut-être des programmes, voilà, qu'on ne laisse pas les enfants à eux-mêmes et qu'ils découvrent l'IA par voilà, au détour d'un smartphone qu'ils ont en main, voilà, mais que l'enseignant, voilà, qui est quand même un bon vecteur de formation, voilà, soit une personne, voilà, qui puisse les sensibiliser pour les montrer que bon, voilà, tenez, vous avez des outils vous permettront d'aller très vite. Voilà, ça vous permettrait peut-être d'avoir de pouvoir faire une copie ou bien de pouvoir faire un commentaire ou un exposé rapidement. Voilà, mais l'outil ne doit pas remplacer le fait que voilà, pour faire un exposé, il faudrait quand même penser à quelque chose et puis voilà, se dire que bon, voilà, c'est mon exposé. Voilà, mais c'est vraiment pas un truc que je génère et puis je mets au tableau et je dis voilà, voilà ce que j'ai apporté comme valeur par rapport au sujet qui m'a été posé. Voilà, donc voilà un peu ces quelques recommandations là. Voilà, mais une fois de plus, voilà, pour moi, c'est vraiment les mots-clés, c'est sensibilisation, voilà, et conduite de changement. Merci. Merci beaucoup à vous. Donc, parfait. Par rapport à vous, quelles sont les recommandations dont nous avons besoin aujourd'hui en matière de droit, finance et cybersécurité d'une manière pragmatique pour notre région, tenant compte des défis. Merci, parfait. À vous. D'accord. Moi, tout d'abord, je vais dire que la première recommandation, c'est de se faire former à l'utilisation de l'IA. Parce qu'aujourd'hui, nous écoutons sur la toile habituellement que l'IA va remplacer l'humain. Et moi, je peux toutefois dire que ce n'est pas l'IA qui va remplacer l'humain, mais ceux qui utilisent l'IA, c'est ça qui vont remplacer ceux qui n'utilisent pas en fait, l'IA. Et là, il faut se dire que on refuse ou pas, l'IA fera toujours partie de notre quotidien. Et là, il faut vraiment se faire former pour savoir comment l'utiliser. Et en secondo, je peux toutefois conseiller tous ceux qui sont présents sur ce panel de pouvoir plus participer à ce genre de panel parce que moi, personnellement, j'ai beaucoup tiré du docteur Julien, surtout sur le côté juridique, parce qu'aujourd'hui, surtout nous les développeurs, on pense que notre vie se résume sur le clavier, créer des applications et autres, mais on s'en fout pas mal, surtout des aspects juridiques des choses, surtout quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Là, on oublie carrément le côté juridique et nous créons des solutions innovantes, des applications et autres, sans s'en rendre compte qu'il y a des aspects juridiques derrière ces applications et autres. Donc, il faut vraiment prendre en compte cet aspect, participer à ces genres de conférences et surtout se tenir informé de ces genres d'aspects. Et pour terminer, moi, je peux dire que toujours dans le cadre de l'IA qui va remplacer l'humain, aujourd'hui, quand, par exemple, il y a des étudiants qui veulent faire leur demande de stage au sein de ma start-up social informatique, la plupart, tu lis la lettre en même temps, tu sens dans la lettre que c'est généré avec ChatGPT parce que c'est l'habitude, nous-mêmes nous utilisons ChatGPT. Donc, quand tu vois déjà les thèmes utilisés par ChatGPT, tu peux dire que je ne suis pas sûr que c'est l'étudiant là même qui a pensé ainsi, surtout avec les thèmes que ChatGPT utilise. Ça veut dire que si déjà toi-même tu ne fais pas confiance en ta capacité pour produire ta lettre de motivation à envoyer à une entreprise, là, il faut savoir que l'humain aussi n'aura pas confiance en toi pour que tu puisses travailler pour lui. Ce qui fait que déjà, sur ce volet, nous devons toujours garder cette confiance en nous. Il y a l'IA qui va nous permettre peut-être de corriger et autres. Nous allons même constater sur les réseaux sociaux, à l'exemple de LinkedIn, qu'il y a des gens qui viennent commenter même nos posts avec des commentaires générés par l'IA. Et déjà, cet aspect, il faut prendre ça en compte et éviter ces genres de... Il y a l'IA qui est là pour nous aider à aller mieux. Mais il ne faut pas que l'IA même nous remplace nous-mêmes personnellement pour éviter cet aspect que dans un futur proche, l'IA prenne notre place. Donc, je peux dire que ce sont les recommandations que je peux ajouter. Merci. Merci beaucoup. Parfait. Docteur Julien, vos recommandations par rapport à l'IA, droit, finance et cybersécurité. Merci Namina. Je voudrais rapidement rappeler les risques et enjeux juridiques et terminer par 3 recommandations. Il y a des risques de discrimination induits par l'IA. Voyez-vous,
les bases de données d'apprentissage de l'IA sont conçues parfois dans l'ancien monde, quand je dis l'ancien monde, avec des préjugés qui sont transférés dans le monde virtuel. Ça peut causer des discriminations au regard de l'âge, du sexe, de la race et autres. Je donne l'exemple. Vous n'êtes pas sans le savoir, certainement, que Amazon a créé une IA de recrutement qui ne fonctionne pas en faveur des femmes. C'est-à-dire, pendant l'apprentissage de l'IA, les données qui ont été utilisées pour nourrir l'IA sont exclusivement des CV qui sont dans la base de données de Amazon. Et il s'est avéré que ces CV sont à consonance, à dominance masculine. Donc l'IA a capté ces discriminations. In fine, quand l'IA veut faire le recrutement, elle privilégie les candidatures masculines. Donc il y a des risques de discrimination par l'utilisation, le renforcement des préjugés qui existent déjà dans nos mondes par ces IA-là. Deuxième risque, je dirais, c'est la manipulation subliminale. Je m'explique. Je suis un commerçant, je veux faire des chiffres, je voudrais vendre. Qu'est-ce que je fais? Je peux me prendre une machine IA pour faire de la manipulation subliminale. Vous avez une interface à faire. Nous avons la plateforme de Synafrica, très jolie. Mais il y a des IA, Amine, qui peuvent être incrustés dans cette plateforme. Vous avez peut-être une jolie marque de vin qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qui, d'une manière ou d'une autre, influence votre subconscient. À la fin de ce sommet, je vais à Paris, bien je rentre dans un mall, dans un supermarché, je trouve une marque de vin et bizarrement, je m'accroche à cette marque. Je ne sais pas pourquoi. Parce que par une manipulation subliminale, une IA l'a déjà déposé dans ma conscience. Ça existe déjà des IA comme ça. Donc il y a ce risque de manipulation de la subliminale par des IA. L'autre risque, je vais y aller rapidement, c'est la surveillance de masse. Et qui va avec la notation sociale. En Chine, par exemple, ça existe. Où on utilise l'IA pour surveiller. C'est vrai, à des fins de lutte contre la criminalité, on peut utiliser des technologies, mais c'est une question de proportionnalité. La notation sociale, c'est qu'on donne des points aux citoyens. Peut-être j'ai brûlé les faits aujourd'hui et on me diminue mes points. Et cela n'est pas sûr. C'est des risques, c'est des IA qui permettent de le faire. Et dans un tel contexte, ce n'est pas bien. Enfin, c'est de mon point de vue. L'autre risque que je voudrais rappeler, c'est l'opacité. L'IA, c'est comme une boîte noire. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est vrai, il y a des données, mais in fine, comment l'IA est arrivé à la solution, comment l'IA est arrivé au résultat, on n'en connaît rien. Donc il y a ces risques d'opacité. Je vais m'en arrêter là pour rappeler 3 recommandations. Amin Ahmed, je l'ai déjà dit, il faudrait que les États africains adoptent une stratégie nationale d'intelligence artificielle dans laquelle on va tout dire. Ce que Paul a rappelé tout à l'heure, ce que Parfait a dit. Où est-ce que nous en sommes? Où est-ce que nous voulons venir? Quels sont les moyens dont nous disposons? Donc je dirais, c'est un master plan qui va permettre à l'État sur 5 ans, sur 4 ans, de développer des usages, de former des ressources et d'adopter des lois dans ce cadre-là. À part l'adoption d'une stratégie d'intelligence artificielle, bon, je suis béninois, le Bénin a déjà sa stratégie, mais si je fais le point en Afrique, il n'y a pas 5 pays francophones qui l'ont. Il faut y aller. Avant toute chose, la deuxième recommandation à Minamer, c'est de mettre sur pied des comités d'éthique au sein des États. Parce que l'IA a un penchant, un pendant éthique très poussé. Je donne l'exemple. J'ai parlé des véhicules autonomes au début de ce salon, de cette table ronde. Il y a un véhicule autonome qui est en train de circuler sur une voie.
et subitement un enfant veut traverser la voie. À gauche, il y a des cyclistes qui passent. À droite, il y a un piéton. Le véhicule est autonome, pilotage automatique. L'enfant est en train de passer. Quelle est la décision idoine? Il n'y a personne à bord. Le véhicule va à gauche, il tue les piétons. Il va à droite, il tue les cyclistes. Peut-être même, s'il y a un utilisateur à côté, ça dit qu'il n'est pas au côté chauffeur, qui est à côté de nos chauffeurs, il peut même prendre le risque de tuer ce passager-là. Bref, c'est au moment de l'apprentissage que des algorithmes seront paramétrés dans ce sens. Est-ce qu'il faut paramétrer des véhicules d'une manière ou d'une autre? C'est au niveau des comités d'éthique que des décisions doivent être prises. Parce que c'est les dilemmes moraux qui arrivent. Et c'est la machine. Donc il ne faut pas importer à l'emporte-pièce en Afrique des IA sans que des comités d'éthique regardent un peu dedans pour voir le contenu. La dernière recommandation, j'en aurais fini, c'est bon, par rapport à une autorité de régulation. On en a pour les communications électroniques. On en a pour la protection des données personnelles. Moi, je recommande fortement une autorité de régulation de l'IA dans les États africains pour regarder un peu ce qui se passe. C'est vrai, la France a transformé SACNIL, l'autorité de régulation des données personnelles, en une autorité de régulation en appendice. Je ne sais pas si les pays africains peuvent prendre cette option ou carrément aller sur la création d'une autorité autonome. Voilà, de mon point de vue, les 3 recommandations. Stratégie nationale, the first one. Deuxième recommandation, comité d'éthique pour regarder par rapport aux dilemmes moraux et aux aspects éthiques. Et enfin, 3e recommandation, autorité de régulation de l'IA. J'en aurais fini. Merci, Amina. Merci beaucoup, Dr Julien. Nous allons passer la parole à Madame Chahira pour ses recommandations. Madame Chahira, est-ce que vous êtes encore connectée avec nous? Oui, je pense que oui. Alors, excusez-moi parce que je suis dans sur poste, donc j'ai une équipe avec laquelle on a un projet. Donc, les recommandations, comme j'ai cité auparavant, c'est l'accompagnement. Je ne dis pas de la nouvelle génération, mais l'accompagnement des personnes qui ont commencé déjà à utiliser l'intelligence artificielle par des formations je ne dis pas de sensibilisation, mais d'expliquer les bienfaits, avoir des spots publicitaires pour montrer comment les autres pays ils ont utilisé l'intelligence artificielle et ont avancé, les sensibiliser, comment utiliser cette intelligence artificielle, parce que l'utilisation de l'intelligence artificielle n'est pas la même, que ce soit dans l'industrie, n'est pas la même en finance, n'est pas la même en éducation, n'est pas la même en santé. Il y a des domaines qui sont délicats, il y a d'autres moins, mais chaque secteur, il a sa spécificité au niveau de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, dans ce sens, l'accompagnement et l'explication répétitive pour enlever cette angoisse du robot qui va remplacer l'être humain, c'est très important à mettre en place. Et le Cluster Digital Africa, déjà avec des formations que j'ai pu assister, on peut utiliser ça pour mettre en place cette idée-là, pourquoi pas. Donc, des ambassadeurs de l'intelligence artificielle dans les domaines, c'est très important d'avoir des ambassadeurs. Et ce sont les deux choses que je peux, pour moi, qui peuvent être un moteur pour tourner les premières vitesses de l'intégration de l'intelligence artificielle en Afrique. Il suffit que les gens ils voient que la machine, elle a commencé de tourner, elle a passé de 40 km/h à 80 km/h, je vous assure que il y aura des miracles.
Merci beaucoup à vous, Madame Chahila. C'est vraiment très enrichissant. Monsieur Amadou, vos recommandations pour ce panel et comme on dit, c'est intéressant dans des différentes perspectives. Monsieur Amadou. Exactement. Déjà, effectivement, donc rapidement, peut-être, je pense que Dr Julien en a parlé. Hein. On a aussi également des enjeux éthiques à prendre en compte et la question des biais algorithmiques et de l'équité de l'IA, la capacité à pouvoir avoir de l'IA non discriminante, c'est très important. Et on a aussi également la question du cadre réglementaire. Donc, je vais peut-être revenir rapidement sur la question du droit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà du droit, je dirais du droit national, il faut que les entreprises aussi retiennent qu'on a ce qu'on appelle des cadres réglementaires. Donc, ce sont les normes internationales qui existent, typiquement les ISO 27001. Donc, pour faire simple, effectivement, l'IA vient renforcer, ou peut-être, faut le voir comme un outil, donc comme un système en quelque sorte. Comme j'ai dit, c'est un système qui est basé sur des algorithmes et sur d'autres systèmes pour pouvoir produire un résultat. Donc, ce système en soi, il doit être sécurisé et il doit être utilisé à bon escient. Donc, on a des choses qui existent, on a des cadres réglementaires qui existent, on a des normes qui existent qui peuvent permettre de pouvoir sécuriser ces IA. Et pour revenir à votre question sur les 3 recommandations, moi, j'aurais tendance à peut-être recommander des choses pour à la fois les États, mais les entreprises. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas que les entreprises attendent l'État pour pouvoir faire quelque chose. Donc, ce sont des choses qui peuvent s'appliquer à la fois aux États ou à la fois aux entreprises. Donc, rapidement, peut-être le premier point, c'est pouvoir identifier et éditer des lois ou sinon ratifier des conventions, typiquement comme la convention de Malabo, comme je l'ai dit tout à l'heure, et rédiger des lois, proposer et faire adopter des lois dans chaque pays et définir des stratégies nationales numériques. Docteur Julien en a parlé tout à l'heure. Moi, j'aurais tendance peut-être à dire que aujourd'hui, on a l'IA. Hier, on avait la cybersécurité. Demain, on aura le quantique. Donc, il y aura toujours de nouvelles choses. Rien n'empêche d'avoir une stratégie nationale de numérique qui sera effectivement mise à jour, qui sera améliorée en fonction des technologies qui arrivent. Mais il faut avoir une stratégie nationale du numérique. Et pour chaque entreprise, au niveau des entreprises, on peut définir des stratégies de résilience numérique ou des stratégies numériques. Donc, c'est une sorte de schéma directeur qui permet à l'entreprise de pouvoir définir sa ligne de conduite et avoir une stratégie sur 5 à 10 ans et ne pas penser seulement à demain. Donc, ça, c'est très important, avoir des lois et des stratégies nationales de numérique. En deuxième point, je pense que ce qui est important et qui sera effectivement pris en compte dans la loi ou sinon dans la stratégie nationale d'un État, c'est pouvoir investir dans la formation. Je pense que ça a été dit toute la journée, ça sera dit demain et on ne cessera jamais de le dire, mais c'est important, comme on dit, la répétition pédagogique. Il faut investir dans la formation. Il faut de plus en plus de formateurs. Il faut de plus en plus de plateformes comme le Sommet interrégional du numérique, comme Cybercafé pour faire ma modeste publicité. C'est des choses sur lesquelles nous, on intervient déjà. On ne cesse de prôner le numérique, on ne cesse de prôner l'intelligence artificielle, on ne cesse de prôner la confidentialité des données. Donc, il faut que les consommateurs soient investis, il faut que les consommateurs soient impliqués, il faut que les citoyens soient impliqués, il faut que les États, il faut que surtout les entreprises s'impliquent davantage dans la stratégie numérique nationale qui sera éditée. Donc, ça, c'est vraiment le deuxième point. De plus en plus d'écoles, de plus en plus d'enseignants formés à la question du numérique, à la question de l'intelligence artificielle, et des outils pour pouvoir aussi également montrer que c'est possible. En troisième point, je pense que ce qui est important, c'est que au-delà des textes, il faut favoriser un environnement. Donc, c'est difficile de parler d'IA si on n'a pas des solutions qui existent, des solutions adaptées à nos contextes. Donc, je crois que ça a été évoqué tout à l'heure. Donc, c'est pour cela que les entreprises et même d'abord les États doivent favoriser et faciliter la création de start-up dans le numérique, la création de start-up dans l'intelligence artificielle, parce qu'il y a effectivement des particularités, des spécificités, mais il faut que les États puissent favoriser. Donc, ça peut être au niveau de l'économie, au niveau de l'immobilier, par exemple, au niveau des sites, je sais qu'en Côte d'Ivoire, parce que moi je viens de la Côte d'Ivoire,
On a ce qu'on appelle le VTIP, qui est une zone qui est réservée pour les entreprises et les startups qui sont dans le numérique. Et partout sur le territoire, il faut que les États puissent favoriser ces startups et ces entreprises qui veulent investir ou qui veulent se lancer dans le numérique et précisément dans l'intelligence artificielle. En ce qui concerne les entreprises, il faut que les entreprises aussi puissent investir. Donc, il faut augmenter le budget du numérique, il faut augmenter le budget de la cybersécurité et surtout, il faut augmenter le budget de l'intelligence artificielle. Sur ce point, j'ai pas trop de crainte parce que de plus en plus, déjà, le budget de la cybersécurité, il est de plus en plus élevé. Ça, c'est les choses qu'on voit, c'est les choses qui existent, c'est les choses qui se font parce qu'on a pris conscience du risque cybersécurité. Mais on aura encore plus d'investissement dans l'intelligence artificielle, ça c'est sûr et c'est certain, je prends ce pari, parce que au-delà de permettre de pouvoir détecter les incidents de sécurité, les entreprises se rendent compte que utiliser l'IA pour pouvoir typiquement améliorer les process, avoir une capacité de décision beaucoup plus rapide, renforcer son système d'information, c'est quelque chose qui permet de gagner du temps, qui permet de rentabiliser. Donc, le retour sur investissement est très important. Et sur ce point, j'ai pas trop de crainte. Mais c'est les choses que les entreprises, que ce soit les grandes entreprises, les PME, les petites entreprises, se doivent de faire dès aujourd'hui. Sinon, depuis hier. Merci beaucoup, Mamadou, et merci pour tout le panel. Donc, ceci nous revient à la clôture de ce panel, tout en ayant eu beaucoup d'interactions, et nous avons quelques questions et notre panel a pu répondre en avançant sur ce panel, sur ces questions-là, mais nous continuerons la discussion ensemble. Nous vous demandant de continuer cette discussion. Ce n'est pas juste une journée ou deux pour ici, c'est vraiment une collaboration entre tous les acteurs et je vous remercie tous pour ceci et notamment nous rappelons l'importance de la sensibilisation, l'éducation, mais aussi l'importance de la cybersécurité ici et la cyber-résilience aussi bien technique que humaine pour balancer tous les aspects que nos intervenants aussi aujourd'hui avons partagé avec nous. Et ceci va continuer. Je vais donner la parole maintenant à nos organisateurs, Monsieur Diwali et Madame Jacqueline. Merci à vous. Bon, écoute, Imen, bravo hein, en tout cas. Franchement, chapeau pour une modération improvisée avec des experts aussi talentueux comme ça, c'est pas évident. Et on voudrait présenter nos excuses d'abord à M. Paul Dara et également à Shaira qui ont été légèrement oubliés, mais ce sont des anciens du cluster, ils comprennent, ils font partie aussi de l'équipe d'organisation, du conseil scientifique, donc ça se comprend. Et en tout cas, merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Ça a été une journée très difficile. J'imagine aujourd'hui la fatigue de pas mal d'entre vous, mais ce qui est intéressant, c'est de voir le temps, l'engagement collectif qu'on est en train de faire. Et moi, j'ai beaucoup appris aujourd'hui parce qu'on parle beaucoup de tout ce qui est innovation. Et je pense que mon petit frère Parfait l'a dit. On parle beaucoup de développement, on parle beaucoup des solutions, mais on oublie l'aspect juridique. Et ça, c'est important. Mais je crois que le grand frère Julien, il nous a rappelé également qu'est-ce qu'il faut faire attention, comment il faut y aller. Mais bon, nous connaissons Paul, il a toujours été, c'est normal, c'est un banquier, donc il est toujours prudent. Lui, il va toujours parler de la prudence, il va toujours mettre en garde. Mais c'est ça qui est intéressant. On a vu Dr Samira, qui est une excellente dame qui est assez magnifique, qui nous a parlé de ces solutions innovantes en termes d'assurance, mais toutes les solutions innovantes qu'elle est en train d'apporter. Mais mon homonyme, mon petit frère, Amadou Tidjane, je te savais très bon, mais je ne savais pas à quel point tu étais encore bon. Et bravo pour toi, petit frère, et je suis très fier de ce que tu es en train de faire aussi. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est tout le monde qui a été bon depuis ce matin jusqu'à maintenant. Et franchement, l'équipe qui est en train de travailler, on ne va pas oublier nos développeurs aussi qui ont travaillé sur ces solutions depuis ce matin, sur la partie ticketing, sur la plateforme de visioconférence. On a Mamoudou Sissoko et puis Bobo Diawara et tous les autres, Mohamed Keita et tout. Et puis on a Ousmane Gundo et tous les restes qui sont en train de travailler. Mais c'est de dire que c'est une équipe et on ne pourra pas citer tout le monde. Le plus important aujourd'hui, ce n'est pas de parler de nous, mais c'est de parler de l'IA. Mais surtout, avant tout, de parler
de notre continent et surtout le danger à venir. Nous savons, ce qui est intéressant quand je regarde ce panel, je vois beaucoup de jeunesse et moi aussi, je pensais que j'étais jeune, mais je vois de plus jeunes que moi aussi qui sont là, qui sont engagés. C'est de dire que l'avenir du monde, c'est en Afrique et nous savons que dans un monde de géopolitique mondialisé aujourd'hui, il est important que nous, les Africains, nous savons qu'est-ce qu'il faut pour nos pays, qu'est-ce qu'il faut pour nos sociétés et voilà qu'est-ce qu'il faut pour nos institutions et nos organisations. Mais c'est l'intelligence collective, une fois de plus, mais il les rappelle à chaque fois, notre président d'honneur, Kassim Aïtiala, c'est avant tout l'intelligence traditionnelle. Et je crois que et Paul l'a rappelé, que l'humain est important dans tout ce que nous faisons, et Shaira l'a rappelé également. Donc, ils nous ont parlé un peu de tout ce qui va être bien dans l'innovation, mais n'oublions pas de mettre la main dans la pâte. Et en tout cas, je pense que et Julien, il avait rappelé également cette partie de faire très attention. Il a cité des cas, des exemples très concrets qui peuvent nous ramener en prison. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de savoir que nous avons été capables de fédérer, de nous unir, mais d'être solidaires. On a vu, Imen, aujourd'hui, tu as pris tout de suite la modération et je pense que nous allons continuer dans cela. Et en tout cas, bravo à tout le monde. La journée a été longue. Merci à tous ceux qui ont suivi depuis ce matin, qui ont continué à nous suivre et que Dieu vous préserve et que Dieu protège notre continent. Et merci à tous ces anciens qui sont là à nous soutenir, qui font les gendarmes, qui continuent à veiller sur nous. Bravo à tout le monde et encore félicitations et merci à l'équipe, Jacqueline et toute son équipe, Djibril Mbo, tout le monde. Et on a été top et franchement, l'équipe a assuré, mais c'est encore, il faudra conclure demain soir, c'est en ce moment qu'on sera encore meilleur. Et donc, on s'est dit à demain matin encore pour qu'on ait encore plus de participants, d'idées. N'hésitez pas, vous n'êtes peut-être pas sur les autres tables rondes, mais venez apporter votre expertise en posant des questions pertinentes qui peuvent pousser nos participants à répondre à des questions parce que c'est facile lorsqu'on répond à une question posée, mais quand on vient pour discuter, on ne va pas raconter sa vie. Donc, certains se réservent de parler, de donner plus, mais venez, vous, experts, poser des questions demain. Et nous aurons l'honneur d'avoir d'ailleurs Imen qui, sans doute, c'est une machine parce que demain, la table ronde 2 de l'éducation, c'est elle qui va modérer cela. Et puis, ça en suivra et sera sur une table ronde en anglais où on aura des personnalités comme Mme Baranga, comme l'ambassadrice des États-Unis et d'autres personnalités, Mme Willema Gérard qui va modérer ces panels. Ça va être un panel de très haut niveau aussi en anglais. L'objectif, c'est qu'on ne veut pas se fermer seulement aux francophones, on ouvre aux anglophones et peut-être l'année prochaine, on fera une conférence, une table ronde en arabe également et peut-être en swahili. Et donc, on va y aller progressivement. Progressivement, on va y arriver, mais ensemble, on est plus fort. Merci infiniment encore et à très bientôt. À demain. Merci, à demain. Merci. Merci, à demain. Merci.